Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Santé, succès, prospérité et plein épanouissement professionnel. Tels sont les vœux que nous formulons pour vous en cette nouvelle année 2023. L'ensemble de l'équipe du magazine Carrière est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine qui vous aide à construire votre carrière. Au sommaire, encore ce soir, une initiative pertinente, un parcours inspirant, success story et des conseils et astuces pour vous aider à booster votre productivité. Carrière, première édition de l'année 2023. Voici le sommaire. Au sommaire du magazine Carrière, Alain Mougang présente l'Institut de formation aux professions immobilières de Yaoundé dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, Jaili Amadou Amal se dévoile et raconte son parcours vers le succès. La lauréate 2020 du prix Goncourt des lycéens est notre invitée du mois. Enfin, dans le coaching du mois, Roland Kwemen nous dit comment communiquer efficacement pour booster notre productivité professionnelle. Démarrons cette édition de Carrière avec une initiative pertinente, celle d'un Camerounais qui contribue à lutter contre le chômage tout en proposant des services innovants à l'endroit du grand public. Ce soir, nous vous emmenons à la découverte de l'Institut de formation aux professions immobilières. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un institut d'enseignement supérieur qui propose aux jeunes Camerounais des formations diplômantes dans les professions immobilières, contribuant ainsi à lutter contre l'anarchie et l'amateurisme qui ont fait leur nid dans ce secteur d'activité. Alain Mougang est le promoteur de cet institut. Nous le retrouvons dans la rubrique Entreprendre. Regardons. Bonjour, je suis Alain Mougang, promoteur de l'IFPI SUP et de l'IFPI. Je suis également promoteur de Tankimo SAS. Je souhaite la bienvenue aux équipes de Carrière et je vous invite à découvrir, n'est-ce pas, les dates de notre entreprise. Vous êtes ici à l'accueil, qui est en cours d'aménagement et d'équipement. Lui, c'est M. Chunan. Il est responsable, n'est-ce pas, des programmes à Tankimo. Là en face, M. Wabo, lui, s'occupe plutôt de l'APIC, l'association des promoteurs immobiliers du monde. Là, j'ouvre. Juste ici, nous avons à droite la salle informatique, la salle numérique. En fait, c'est la bibliothèque numérique de l'Institut de formation. Voilà, c'est le cœur de notre maison ici. En face, c'est des salles de classe. Et cette salle de classe peut contenir pratiquement 60 personnes. Les bureaux, c'est là. Donc, voilà où je passe le clair de mon temps pour réfléchir sur les questions immobilières qui interpellent le Cameroun pour les années futures.
2001, avec mes économies, je cherche à acheter un terrain du côté de Messassi. Et je tombe sur une affaire foireuse qui m'amène à me plaindre quelque part dans un restaurant un midi. Et je tombe sur une dame qui me dit que son mari a des terrains à vendre du côté d'Odja. Et son mari revient et m'amène à Odja. C'est comme ça que j'achète chez lui. Et plus tard, il me dit « Oh, je n'ai pas beaucoup de chance. La mariture aspire à prendre le terrain qu'il m'a proposé. » Il dit « Ou tout ou rien. » Et comme je prenais 500 mètres carrés, c'était 3 hectares. Ma mariture n'entendait pas laisser 500 mètres carrés. C'est comme ça qu'il me propose une parcelle un peu plus loin, mais laquelle parcelle n'était pas immatriculée, mais dont les procédures étaient entamées. Il me demande s'il peut suivre pour lui ces procédures. On est en 2001, pendant que je suis à GMS. Donc, pendant mes heures perdues, je fais donc ce suivi-là pour lui. C'est comme ça qu'en 2003, quand il y a l'émission de GMS, je me dis, je peux continuer dans ce que j'ai fait avec le papa là. Mais alors, il faut le faire de façon correcte. Donc, je demande à mon frère, qui est clerc de notaire à Douala à l'époque, de m'envoyer tous les documents qui tournent autour de l'immobilier. Je lis, je me rends compte qu'il faut un agrément pour être promoteur immobilier, pour être agent immobilier. J'écris au ministère de la Ville de l'époque, où on me répond en me demandant ce que je veux. Je leur explique. Or, il n'y avait pas de décret d'application. C'est comme ça que le ministère me copte dans le groupe d'experts qui vont rédiger les textes sur l'urbanisme et l'habitat. J'ai travaillé dans ce comité-là de 2004 jusqu'en 2012. J'ai créé l'école IFPSUP en 2012. Le problème qui se posait, c'est que le gouvernement avait le programme de 10 000 logements qui allait se vendre en copropriété. Nous avons compris tout de suite que pour que ce programme réussisse, il fallait que nous formions des syndics de copropriété capables de gérer ces copropriétés. On a mis sur le marché camerounais des syndics, fort heureusement, ils nous font honneur. Ce sont eux qui gèrent Yaoundé, Aolembe et Banga Bakoko à Douala. C'est nos produits. Donc, par la suite, on a formé des promoteurs immobiliers, des agents immobiliers, jusqu'en 2020, où nous décidons de penser aux plus jeunes pour préparer la relève. Nous sollicitons, n'est-ce pas, du ministère de l'enseignement supérieur qu'on valide les programmes de BTS, profession immobilière, que nous introduisons. Donc, avec notre partenaire français, le DIMSI. Donc, la commission siège et valide le BTS, profession immobilière. C'est comme ça que nous ouvrons en 2020 une filière BTS, profession immobilière, que nous conduisons jusqu'en 2022, où nous avons 100%, n'est-ce pas, aux examens BTS pour notre première promotion. L'école de formation a une rentabilité projetée sur 10 ans, au mieux. Or, pendant les 10 ans, où est-ce que nous prenons l'argent pour payer les enseignants, pour rattraper le gap qui se met en place? Dans notre programme immobilier, on a dit, l'école prend les 3 premiers étages et au-dessus, on réalise quelques appartements meublés qui vont non seulement être une école, un lieu d'application pour les apprenants, pour comprendre comment est-ce qu'on gère un espace meublé, une location saisonnière, mais également comprendre dans le concept même de l'immeuble IFPSUP, comment est-ce qu'on peut produire un immeuble pour régler des problèmes en intégrant les contraintes que l'on rencontre permanemment. Il faut dire que le secteur immobilier camerounais, celui que j'ai embrassé, n'a pas été régulé dès le départ. Même depuis 2007, tous les décrets d'application ont été pris. En ce qui concerne les professions d'agents immobiliers, en ce qui concerne les professions de promoteurs immobiliers, et en ce qui concerne les professions de syndic de copropriété depuis le mois de l'année 2010-2011. Nous avons mieux. Le secteur est un secteur en friche parce qu'il y a plusieurs possibilités qui sont offertes par la loi qui ne sont pas encore exploitées au Cameroun. La vente en état futur d'achèvement, la vente à terme. Et c'est ça qui fait la promotion immobilière, la vente sur plan. On ne peut pas, en promotion immobilière, produire avec son argent. On produit avec l'argent des clients, l'argent de la banque. Et on rembourse avec l'argent du client. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, le secteur est bien régulé. Il n'attend que des acteurs compétents pour jouer effectivement leur rôle. J'ai l'impression que les gens ne savent même pas la portée de l'immobilier au Cameroun.
Les gens ont l'impression que si on a de l'argent pour faire l'immobilier, justement, si on a de l'argent pour faire l'immobilier, mais combien de personnes ont l'argent pour faire l'immobilier? L'immobilier n'est pas fait pour les gens qui ont l'argent. C'est les gens qui ont la compétence, les gens qui ont le mindset. Parce que c'est plus constructif, c'est plus une démarche technique, c'est plus une démarche de compétence que l'argent. L'argent vient au dernier niveau quand on fait l'immobilier. Parce qu'on a besoin des études. On veut savoir de quoi le marché a besoin. Qui constitue le marché? Comment il est structuré? Quels sont les besoins exprimés par le marché? Et maintenant, le besoin s'exprime dans quelle zone géographique? Et maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir produire ces biens-là pour le leur vendre en fonction de leurs revenus? Comment mobiliser le foncier pour produire ces biens? Il y a tout cela qui rentre dans l'immobilier. Les gens se disent, j'ai acheté un terrain à tel endroit, je vais construire une maison R+4 pour... Non. Le terrain là peut ne pas être destiné à supporter un projet R+4 parce que les dispositions du urbanisme ne le permettent pas. Donc vous comprenez qu'avant d'acheter même un terrain, il faut savoir ce qu'on va en faire. Aujourd'hui, on est dans l'enseignement supérieur, on va ouvrir des licences à la rentrée prochaine, 4 licences, qui vont toucher des secteurs assez porteurs tels que les collectivités territoriales décentralisées et l'aménagement territorial, tels que le droit foncier et domanial, tels que le droit des affaires des entreprises et la promotion immobilière avec 3 grandes spécialités: la fiscalité, comptabilité et finances immobilières, l'aménagement foncier et technique de sécurisation et d'acquisition de sécurisation foncière. Ça, c'est professionnel. Mais à côté de ça, je suis promoteur immobilier, agent immobilier. Beaucoup se connaissent sous le nom de cabinet d'experts en gestion de patrimoine, CEGEP SA, mais qui depuis 1 an et demi est devenu Tankimo SAS. Les Camerounais doivent apprendre à s'approprier les documents stratégiques de leur pays. C'est là-bas que tout se passe. Aujourd'hui, vous avez le document qui est fait pour 2030. Vous devez aller lire le document, voir les secteurs que le gouvernement entend mettre en œuvre, entend bousculer pour les années qui suivent. Et c'est ces secteurs-là que vous devez chercher à embrasser. L'immobilier est à la base de tous les secteurs. Il faut le sol, il faut des espaces bâtis, aménagés pour répondre aux besoins de ces secteurs-là. Donc, embrasser l'immobilier, même pour les 20 prochaines années, c'est choisir le secteur le plus compétitif et le plus rentable. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Dans les rayons de la librairie des éditions Cléo, nous nous trouvons, comme dans ceux de toutes les librairies dans le monde, ces romans font partie des ouvrages les plus consultés et les plus demandés par le grand public. C'est que depuis son premier roman, Wallandé, l'art de partager un mari, paru en 2010, Djaïli Amadou Amal a su s'imposer comme une plume qui compte en Afrique et même dans le monde. En témoignent les nombreux prix remportés ça et là, dont le prix Goncourt des lycéens 2020 avec son roman Les Impatientes, mais également le doctorat honoris causa de l'Université de Paris-Sorbonne, décerné en décembre 2022 pour l'ensemble de son œuvre littéraire. Djaïli Amadou Amal est donc notre invité en Success Story de cette édition de Carrière. Et je vous propose de redécouvrir le parcours exceptionnel de cet enfant de Marois, marié de force à l'âge de 17 ans et qui a fait de l'écriture son exutoire.
Depuis les regrettés Francis Bébé, Mongo Betty ou Ferdinand Léopold Oyono, elle est à n'en point douter l'auteur qui aura fait vibrer la littérature camerounaise. Mariée de force, à 2 reprises, mon invité en a fait un combat. Pendant un mois entier, elle a tenu en haleine un pays, un continent, curieux de découvrir cette magicienne du verbe qui est parvenue à accéder au Graal de la littérature francophone. Un exploit unique qui l'a classée au panthéon de la littérature africaine, aux côtés d'illustres aînés comme Mariama Ba, Wole Soyinka, Chinua Achebe, qui ont écrit les plus belles pages du continent sur le plan littéraire. Ses romans, une succession de thèmes proches de son histoire, avec pour seul but faire évoluer sa société. Première écrivaine du septentrion camerounais, Djaïli Amadou Amal est une pionnière. Bonjour, je m'appelle Djaïli Amadou Amal, je suis auteure camerounaise et j'écris essentiellement sur la situation des femmes dans le Sahel. Rencontre avec le prix Goncourt des lycées 2020, la success story de la littérature camerounaise. Vendredi 4 décembre 2020, aéroport international de Douala. Mieux qu'une rockstar ou un footballeur de légende arrivé pour la signature d'un contrat dans son nouveau club, c'est à une dame d'exception que la communauté du Grand Nord à Douala réserve un accueil triomphal. Dans les bras de son époux, elle se laisse emporter par l'émotion et coule des larmes face à tant de reconnaissance et de bonheur. Finaliste du prix Goncourt, la plus prestigieuse distinction de la littérature francophone, Djaïli Amal Amadou est revenue au Cameroun avec le Goncourt des lycées. Une consécration pour celle qui incarne aujourd'hui la voix des femmes du septentrion. Ce concours-là, il est pour tous les Camerounais. C'est une Djaïli Amal calme et sereine que nous retrouvons quelques jours plus tard à son domicile à Ndokpassi 3 à Douala. Un roman à la main, elle savoure quelques heures d'évasion après l'euphorie des jours qui ont suivi son retour au pays. Entre réception, interview, dédicaces et surtout audience au Palais de l'Unité avec la Première Dame, elle peut enfin profiter de son passe-temps favori, la lecture. Le livre fait partie intégrante de la vie de cette dame âgée de 45 ans. Elle qui navigue aisément entre tous les types de littérature. Je suis le genre qui passe d'une littérature qu'elle adore à une autre qu'elle va adorer aussi. Déjà, ce que j'aime lire vraiment, c'est les romans. J'aime beaucoup les classiques, par exemple, que j'ai pratiquement tout lu. Et il peut m'arriver aussi d'avoir des envies pratiquement de relire des œuvres au programme des auteurs comme Molière, comme Racine et autres. Un roman quand même qui m'a particulièrement touchée, c'est une si longue lettre de Mariama Ba. Et puis un roman que j'ai lu avec beaucoup de plaisir aussi quand j'étais, je pense que c'est quand j'étais adolescente, Le Vieux Nègre et la Médaille. C'est ça qui m'a fait vraiment découvrir la littérature camerounaise et qui m'a donné envie de lire pratiquement toutes les œuvres de l'auteur. Il y a un roman que je lis et que je relis. C'est une collection de Juliette Benzoni qui s'appelle Catherine. C'est en 1975 que voit le jour Djaïli Amal à Maroua dans la région de l'extrême nord. Fille d'un professeur de lycée et d'une égyptienne, la jeune fille, frêle et timide, grandit dans un cocon familial où l'amour et le respect des traditions sont les maîtres mots. J'ai grandi dans une grande maison avec une grande famille. Mon père était un homme très aimant, très ouvert, professeur de lycée. Ma mère est égyptienne, très maman égyptienne, maman arabe avec des règles hyper strictes. À côté de maman, il y avait ma tante paternelle, la sœur de papa, qui n'avait pas d'enfants et qui immédiatement nous prend pour ses enfants et refuse tout mariage pour pouvoir nous élever également. J'étais une petite fille plutôt timide avec un grand trait de caractère assez fort qui a compris très rapidement qu'elle était trop frêle et qu'il fallait qu'elle s'entoure des gaillards pour pouvoir la protéger en quelque sorte. Entourée, surprotégée par l'amour de sa mère et sa tante paternelle, Djaïli prend ses marques dans la vie.
Entre deux jeux au quartier Bar-Marie, le quartier de son enfance, la jeune fille se réfugie très tôt dans sa passion, la lecture. J'étais plutôt une fille aussi qui aimait grimper aux arbres, qui a aimé lire très très jeune. J'étais prête à tout pour trouver des livres, y compris à escalader le mur de l'église catholique pour en trouver. Donc je pense que j'ai baigné dans les livres très tôt, si je peux vraiment définir. Et j'ai passé mon temps tout simplement à lire. C'est d'ailleurs là que la jeune fille entame sa scolarité. Élève moyenne, elle réussit sans difficulté à franchir le primaire. Pour Djaïli, les difficultés commencent au secondaire. Harcelée par un de ses enseignants, elle redouble la classe de 5e. Il y a un deuxième professeur qui m'a marqué hyper négativement, je tairai son nom. Ce professeur-là, il m'a harcelé pratiquement en classe de 5e et m'a fait redoubler ma classe de 5e parce qu'il passait son temps à me mettre dehors. Et tout simplement parce que ma tête ne lui plaisait pas. Et à la fin, il a dit à mon père, qui est venu, que votre fille, en fait, il faut l'envoyer en mariage parce qu'elle n'est pas faite pour les études. En classe de 5e, j'avais à peine 12 ans. Si j'ai un message à passer aux jeunes par rapport à ça, peut-être qu'il y a des enfants qui écoutent et tout ça, n'hésitez pas, quand il y a ce genre de situation, d'en parler aux parents. On ne sait jamais. On a toujours, quand on est à l'école, des professeurs qui vous marquent positivement, des professeurs qui passent pratiquement inaperçus, mais d'autres qui peuvent vous marquer négativement et qui peuvent même vous créer des problèmes. N'hésitez pas à parler à vos parents, à en parler aux directeurs, aux conseillers d'orientation et autres pour pouvoir trouver des solutions à ça. Élève moyenne, cultivée, nulle en matière scientifique, parce que, comme elle le reconnaît, elle ne s'y intéresse pas, mais particulièrement douée pour les lettres, Djaïli trouve en son enseignant de français de la classe de 4e un mentor, un guide qui lui donne une confiance en elle et la pousse à développer son talent. J'ai un professeur de français qui s'appelle M. Motodé, Nadjalta Motodé, qui m'a tenu en 4e et qui m'a également tenu de la seconde jusqu'en terminale. Et cet homme-là, il a su détecter mon talent littéraire. Il m'a encouragé à lire, il m'a encouragé à écrire. Et on avait même tellement développé une complicité. Quand mes camarades de classe rechignaient à lire Britannicus, par exemple, qui était au programme, moi j'avais pratiquement lu avec mon professeur toutes les œuvres de Racine. Et puis après, j'étais aussi pratiquement son assistante à la bibliothèque parce que j'étais la seule qui avait lu tous les livres de la bibliothèque du collège. Donc ce professeur-là, il m'a marqué parce qu'il a su détecter mon talent, parce qu'il a su l'encourager et me dire que, écoute, tu peux en faire quelque chose, tu peux y arriver, tu as du talent. Née dans une famille où la tradition et la religion ont une place centrale dans les activités quotidiennes, Djaïli Yamal va subir le contre-coup d'une pratique répandue dans la partie septentrionale à l'époque. 1992. Élève en classe de 3e, tout juste titulaire de son brevet d'études de fin de premier cycle BEPC, Djaïli a 17 ans. L'âge où l'on commence à nourrir des projets pour l'avenir. Rêvant à de longues études, elle est contrainte de se marier. À 17 ans, oui, je suis envoyée en mariage, mais la chance que j'ai, c'est que la seule condition que j'ai pu poser et que mes parents ne sont pas aussi, c'est-à-dire ils ont été intransigeants, c'est que je dois absolument continuer mes études. Je venais d'avoir mon BEPC, je ne voulais pas me marier, évidemment. C'est arrivé pour plusieurs raisons, plus des pesanteurs socio-culturelles. Mais voilà, j'ai quand même continué mes études en étant mariée. Ce qui était très bizarre, de venir à l'école et d'avoir des camarades de classe et d'être soi-même mariée. Mais ce n'était pas étonnant dans un contexte où les filles finalement abandonnaient les études déjà même avant d'arriver au collège, même au premier cycle. Et donc, ça n'avait rien d'étonnant. Dans la mesure où, au fur et à mesure qu'on avançait à l'école, on se rendait compte que les amis et les camarades filles disparaissaient comme par enchantement. Si nous étions, je peux dire, une trentaine, au cours moyen 2, avant que je n'arrive en seconde, il n'en restait plus que 5 au plus. J'avais rapidement pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, personnellement.
Mais c'était aussi très très difficile de pouvoir l'exprimer comme ça parce que j'étais dans une société où c'était normal en fait. Tout le monde allait en mariage et tout ça. Et donc du coup j'étais un peu l'extraterrestre, descendu on ne sait de quelle planète et qui s'indigne de ce qui est et ce qui semble normal pour toute la société en fait. Je pense que c'est mon rapport au livre qui m'ont rapidement fait prendre conscience de cette situation-là. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Après 5 ans de vie commune, Djaily décide de reprendre sa liberté en 1998. Mais pas pour longtemps. Elle se remarie dans la foulée tout en poursuivant ses études. Elle enchaîne alors une formation en action commerciale. Désireuse de s'épanouir, elle va faire l'expérience des violences faites aux femmes dans ce deuxième foyer. Privée de sortie, elle doit mettre en berne ses rêves jusqu'au jour où elle dit « stop ». Déterminée à reprendre sa vie en main, elle divorce une deuxième fois et quitte Maroua pour s'installer à Yaoundé. Elle fait alors le dur apprentissage de la liberté et de l'autonomie. La difficulté, c'est d'arriver dans une ville où, évidemment, pour me punir, mon époux me coupe les vivres, il kidnappe mes filles, et puis pour moi, c'est relever la tête et se reconstruire. Relever la tête dans le sens où je n'ai jamais pris un taxi de ma vie. Je faisais toujours, j'arrêtais les dépôts uniquement, et après je me suis rendu compte que financièrement, ça ne pouvait pas donner. Je n'ai jamais payé une facture de ma vie, je n'ai jamais travaillé, on dirait ça comme ça, je n'ai jamais eu une liberté de pouvoir me prendre en charge moi-même. Ça, c'est une expérience à la fois intéressante et très, très difficile. Mais quoi qu'il en soit, dans la foulée, quand même, je savais que je n'avais qu'un seul ou un objectif qui était quand même pour moi le plus important, ce qu'il fallait absolument que je publie. Publier pour être une voix, publier pour dire ce qu'il y avait à dire. Donc pour ça, dès le départ, je savais que c'était ce que j'avais à faire. Et puis, quand on quitte tout, quand on part, quand on dit, on laisse tout tomber, non seulement son foyer, mais les enfants aussi en quelque sorte qui sont kidnappés par leur père, la famille qui n'est pas tout à fait d'accord avec les choix qu'on fait, la société tout entière qui a un regard plutôt négatif. En ce moment-là, je ne pense pas qu'on ait un autre choix que de réussir. Je m'adresse à tous les hommes qui ne savent pas valoriser leurs femmes. Djaily a un rêve, devenir écrivaine en faisant publier un manuscrit qu'elle traîne avec elle depuis 1995. Un manuscrit rédigé et terminé à l'époque de son premier mariage. Véritable rat des bibliothèques, elle écume les librairies et espaces de lecture de la ville. Elle y fait alors une rencontre qui s'annonce déterminante pour la suite de sa carrière. Je vais dans une bibliothèque un jour, dans une librairie. Et ce jour-là, je rencontre une dame, on discute, elle est très gentille. Et puis, je lui dis, vous savez, j'écris, je suis très intéressée par la littérature et j'ai un manuscrit. Et là, elle me dit, ah bon, vous avez un manuscrit? Écoutez, j'ai mon ami qui s'appelle Pabé Mongo et qui a un atelier d'écriture, qui a un mouvement aussi. Est-ce que vous voulez le contacter? Je vous donne son contact. Et bien sûr, j'ai dit oui immédiatement. J'ai appelé Pabé Mongo un jour, il m'a donné rendez-vous, je suis allée avec un manuscrit. C'est un monsieur tellement gentil, un papa, il est très sage et tout. Il me regarde, il me dit, écoute, raconte-moi, dis-moi ton histoire. Et là, je m'effondre pratiquement en larmes dans son bureau. Et voilà, et à ce moment-là, j'entre donc dans ces ateliers d'écriture qui s'appellent l'Anolika. Et c'est comme ça donc que je démarre des ateliers d'écriture avec Pabé Mongo, avec plusieurs autres personnes qui sont devenues quand même des personnes très importantes dans ma vie. Chantal Bonono qui était là, qui est une grande amie, Hervé Madaya qui est écrivain, qui est un grand ami à moi aujourd'hui, François qui est même mon éditeur, je le rencontre aussi là-bas. Je la rencontre au début des années 2010. Et donc, c'est une jeune fille qui a un manuscrit. À l'époque, c'était le manuscrit qui s'appelait Hollandais, comme l'art de partager un mari, qui a été réédité et qui aujourd'hui même figure dans l'enseignement du français pour anglophone au Cameroun. Donc, qui est entré dans les livres scolaires. C'est une dame qui a une vocation, qui a sa plume et qui a une passion pour l'écriture. Et donc, nous, on a eu peut-être la chance de l'accompagner
et de travailler avec elle. Bon, voilà, les choses ont avancé très positivement et maintenant son talent arrive à exploser aux yeux du monde et montre que peut-être ici, localement aussi, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de bonnes choses qui peuvent aussi être révélées. Convaincu à la suite de nombreux ateliers de mettre de côté son premier manuscrit, Djaily sort en 2012 son premier roman, Walande, l'art de partager un mari, comme une allusion à son premier mariage. Il décrit tout simplement la condition des femmes dans le Sahel, la polygamie, ce que ressentent les femmes quand elles le vivent. Pour le titre, évidemment, j'ai voulu faire un peu ironique, mais n'allons quand même pas sur les préjugés. La polygamie existe dans toutes les régions du Cameroun et puis elle n'est pas spécifique au Grand Nord. Et puis quand on parle de polygamie dans un roman, dans un milieu donné, ça ne veut pas dire que toutes les personnes de cette région-là sont polygames ou sont portées sur la polygamie, pas du tout. La polygamie, je l'ai vécue bien entendu aussi bien dans mon premier mariage que dans le deuxième. Je pense que aussi bien quand je parle de mariage précoce et forcé que quand je parle de polygamie, les personnes, d'une manière un peu pernicieuse, je dirais ça comme ça, ont tendance à faire le rapprochement avec moi ou ont tendance à vouloir absolument que le livre soit autobiographique. Tous ces romans ne sont pas autobiographiques. Je parle des thèmes qui me tiennent à cœur, je parle des conditions des femmes et tout simplement. Très vite, le succès est au rendez-vous. Le public adopte son roman et Djaily devient la voix des sans-voix. Prix du jury de la Fondation Prince de Claus à Amsterdam, le roman est traduit en arabe et distribué dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Il permet également à l'auteur de participer au Salon du Livre à Paris en 2012, grâce notamment à la directrice du Centre culturel français, aujourd'hui Institut français du Cameroun. C'est mon premier roman et il a immédiatement un accueil très intéressant auprès du public, auprès des médias, auprès des institutions également. Je publie Walande, je décide de faire marche arrière, retour à la case départ, retour à ma ville natale. Je vais donner une dédicace et puis je vais dire ce que j'ai à dire, tout simplement. J'organise la dédicace, évidemment avec le ministère de la Culture. Et puis j'invite le gouverneur, il lit le roman d'une seule traite et puis il décide de venir pour soutenir voilà, le fait que ce soit quand même, que je sois la première femme du Septentrion à être romancière, à sortir quelque chose qui parle aussi de la condition des femmes. Et puis ensuite, dans la foulée, il y a l'ambassade des États-Unis qui était là et des membres qui viennent, qui écoutent et qui décident directement de me mettre dans le programme IVLP, c'est International Visitor Leadership Programme. C'est un programme tout simplement de leadership, de formation en leadership aux États-Unis, où on m'envoie. Et puis pour le Salon du Livre de Paris, l'Institut français en fait a été quand même l'un de mes partenaires dès le début, l'un des institutions qui me suivent le plus. Quand donc j'ai sorti ce roman, immédiatement l'Institut français du Cameroun m'a proposé pour un programme de l'ambassade de France, évidemment. Et voilà, j'ai été l'écrivaine sélectionnée pour participer à ce premier salon du livre de Paris. Et voilà, tout est parti de là. La presse qui me surnomme la voix des sans-voix, que je m'efforcerai pendant ces 10 dernières années à tenir et à respecter. L'art de partager un mari. La mangeuse d'âme. En 2014, Djaily Amal publie son deuxième roman, Mystery Joe, La mangeuse d'âme. Son succès et sa notoriété commencent à traverser les océans. Le troisième roman, Mounial, Les larmes de la patience, paru en 2017, finit d'installer l'écrivaine dans le cercle très fermé des plus grandes plumes camerounaises. Prix Orange du livre en Afrique, sélectionné par l'Alliance des éditeurs, Mounial devient une référence littéraire sur le continent.
Je suis membre de l'Alliance des éditeurs indépendants. Dans l'Alliance des éditeurs indépendants, c'est un réseau de plus de 300-400 maisons d'édition dans le monde. Et donc, c'est des éditeurs indépendants qui partagent un peu les meilleurs succès. Et donc, il est demandé à chaque éditeur qui a un livre, qui a un potentiel, de le faire diffuser. Donc, notre vocation, c'est de faire diffuser la littérature. Il y a une sélection qui s'est faite. Et donc, Mounial a été le premier roman choisi pour être diffusé en Afrique et dans une dizaine de pays. Et donc, c'est comme ça que l'aventure Mounial commence. Le roman Mounial obtient le prix de la presse panafricaine au Salon du Livre de Paris en 2018. Ensuite, il obtient le prix Orange du Livre en Afrique. Et puis, il est sélectionné pour faire partie de l'Alliance des éditeurs indépendants dans la collection Terre solidaire, donc une coédition sur 10 pays africains. Depuis la naissance, on a entendu que ce mot Mounial, qui veut dire donc patience, accepte tout, soumets-toi, mais surtout sans te plaindre. Et donc, j'ai beaucoup aimé lire dès l'enfance et je me suis dit que par le biais de la littérature, je pouvais faire entendre ma voix, dire tout haut ce que toutes les autres femmes pensent tout bas et être leur voix. Une voix désormais entendue à travers le monde. En 2020, Mounial, Les larmes de la patience est réédité en France. S'ouvre alors une page décisive dans la carrière de Djaïli Amal Amadou qui va la conduire jusqu'au Goncourt. Dès l'annonce de sa sélection, c'est tout le Cameroun qui s'embrase. Une campagne de soutien est mise sur pied. Critiques littéraires, artistes, écrivains, journalistes, hommes politiques, tous se mobilisent pour pousser l'auteur à la victoire finale. Le roman sort sous le titre Les Impatients. Immédiatement, à la rentrée littéraire, je suis à Paris pour la sortie du roman et voilà, il est dans la première sélection du prix Goncourt. Oui, c'est vrai, il y a eu une campagne. La campagne, en fait, c'est une campagne qui n'a pas été initiée par moi, mais plutôt au départ par l'association, une association dont je suis vice-présidente qui s'appelle Lire au Sahel et qui crée des bibliothèques. Et puis les d'autres personnes, des amis ont suivi et surtout les écrivains camerounais se sont accaparés de cette campagne. Pas que les écrivains, les personnes vraiment liées à la littérature, les éditeurs et autres, et les journalistes culturels et tout ça. Donc, c'est plus des vidéos de soutien. Et ces vidéos de soutien, c'est quoi? Parce qu'on a toujours cru que les personnes qui vivent en Afrique, qui travaillent à partir de l'Afrique, qui publient leurs livres en Afrique, sont des écrivains de seconde zone. Ça a toujours été comme ça. Donc, pour une fois qu'un écrivain sur le terroir pouvait aussi montrer qu'on peut être là, chez nous, travailler de chez nous, publier chez nous, mais être quand même reconnu sur le plan international et faire partie de la sélection d'un prix aussi prestigieux, le plus prestigieux des prix de la littérature francophone, c'est un espoir pour tous les jeunes qui sont ici et qui comprennent par ce message-là qu'ils n'ont pas besoin de s'exiler, qu'ils n'ont pas besoin de chercher ailleurs, qu'ils n'ont pas besoin de partir pour réussir et qu'il faut tout simplement travailler. Je pense qu'ils se sont tous sentis concernés par ce prix. Et puis alors, nous vivons ce prix-là ensemble. Nous vivons ces joies. À chaque fois qu'il y a une sélection, c'est tout le monde qui crie de joie. À la dernière, voilà, la finale, nous étions là. Et puis ensuite, nous n'avons pas le concours. C'est une déception générale. 2 jours plus tard, nous avons le concours des lycéens. C'est une joie encore plus énorme. Et puis, nous avons le choix du concours de Lorient. Le choix concours de Lorient, là, c'est encore un autre prix qui, pour moi, est très important parce qu'on a toujours des personnes qui n'ont jamais lu le livre, mais qui pensent être plus royalistes que le roi, qui vont juste pour l'envie de critiquer, dire elle est contre les coutumes, et pire que ça, elle est contre la religion. Et là, c'est pour moi l'envie de dire d'un ton ironique, eh bien voilà, je gagnais quand même le choix de l'Orient, c'est 10 pays musulmans. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Il y avait un seul mot dans ce roman-là qui va à l'encontre de l'islam. Je n'aurais jamais pu avoir ce prix-là. La violence faite aux femmes, elle dit non, non, non. Non, non, non. Elle lutte pour la cause des femmes, elle dit non, non, non. Une victoire qui, au-delà du symbole et du prix en lui-même,
permet de donner plus de poids au combat de l'écrivaine. Depuis 2013, quelques mois après la sortie de son premier roman, Djaïli a fondé l'association Femmes du Sahel. Son combat, lutter contre toutes les violences faites aux femmes, surtout celles du Septentrion. Je pense que toutes les violences faites aux femmes, généralement, sont liées aux violences économiques, tout simplement. Parce que tant que les femmes restent dépendantes toute leur vie, évidemment, elles font face à plusieurs sortes de violences. Et donc, être autonome, gagner sa vie, savoir gérer ses biens, c'est très important pour les femmes. Et ça, nous essayons également de pouvoir les accompagner. Mais la cause des enfants, de l'inscription des petites filles à l'école et de la poursuite des études pour les jeunes filles, ça reste quand même prioritaire pour moi. Qu'elle sache déjà qu'elle a des droits, qu'elle est dans un pays où les lois existent et que ce n'est absolument pas permis qu'on puisse la frapper, qu'on puisse l'accuser d'avoir fait quelque chose et d'avoir mérité son sort. Et puis, évidemment, tout se passe par le biais de l'éducation. Mais ce que je veux surtout lui dire, c'est que pour changer durablement la société, c'est elle, la maman. Donc, c'est elle qui éduquera le garçon qui deviendra plus tard un homme. Un homme qui frappe sur sa femme, un homme qui violente les autres femmes et ses filles. C'est tout simplement un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère. En outre, celle qui s'est forgé un nom et une place dans la société grâce à la lecture, ambitionne aujourd'hui transmettre sa passion pour le livre à ses cadets. Ce qui passe par la création de nombreuses bibliothèques scolaires dans divers coins reculés du Septentrion et par la promotion de caravanes de lecture au quotidien à travers l'association Lire au Sahel, dont elle est la vice-présidente. Après la publication de Walande et le programme justement de leadership aux États-Unis, j'ai donc fondé l'association Femmes du Sahel. Et évidemment, pour moi, l'idée c'est, oui, tu écris des livres, parle de mariage précoce et forcé et autres violences faites aux femmes, et après, concrètement. Et concrètement, il fallait que je puisse m'investir sur le terrain également pour faire avancer la cause des femmes que je défends, et notamment la scolarisation d'abord de la petite fille, envoyer, inscrire la fille à l'école, lui donner autant de chances qu'aux garçons, faire des causeries éducatives avec les parents, avec la communauté pour que justement ces filles-là puissent continuer leurs études le plus longtemps possible, faire des sensibilisations au niveau des lycées, des collèges, pour que les filles sachent comment se prémunir des violences, sachent comment se protéger des mariages précoces et forcés, sachent l'importance pour elles de continuer leurs études le plus longtemps possible, mais également d'avoir un diplôme pour pouvoir être autonomes. Et puis créer des bibliothèques pour pouvoir mettre à la disposition des enfants dans le milieu rural, dans le septentrion camerounais, des livres, tout simplement. Je pense qu'un enfant qui ne lit pas, c'est un enfant qui ne rêve pas. Un enfant qui ne rêve pas ne peut pas avoir d'ambition. Ambitieuse, persévérante, travailleuse, rêveuse, Djaïli Amadou Amal garde, malgré toute cette célébrité, les pieds sur terre. Un équilibre dans sa vie professionnelle et son foyer grâce à la présence omniprésente et protectrice de sa famille. La mère de 5 enfants ne manque d'ailleurs jamais de placer les siens au centre de sa vie. Ma famille a la première place dans ma vie, tout simplement, la première. Et ça, ce n'est pas négociable, ce n'est pas discutable. Donc j'ai ma maman qui est à Maroua, que je continue évidemment le plus possible d'aller voir. J'ai des frères et sœurs. J'ai mon époux, évidemment, qui est mon partenaire, qui est mon ami, il est mon meilleur ami. Et puis il y a mes enfants, les 3 premiers qui sont à l'université déjà et qui sont très très fiers, qui savent ce que je fais. Et puis j'ai les 2 petits, j'ai les enfants, les filles d'un premier mariage également de mon époux. Donc nous sommes quand même une famille épanouie, une famille équilibrée et une famille qui prend le temps, malgré les occupations de papa, de maman et autres, de pouvoir quand même passer du temps avec les enfants et faire des choses importantes avec eux.
Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Djaïli Amal Amadou, la lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020. C'est une auteure camerounaise avec qui nous avons refait le parcours, le trajet de sa vie, les grandes lignes de sa trajectoire. Djaïli, s'il y avait une leçon à retenir de votre parcours que nous venons de refaire, vous diriez que c'est laquelle? Eh bien, s'il y a une leçon, c'est tout simplement que quand on a une ambition, quand on a une envie, on peut toujours tout réussir. Ne laissez personne vous dire le contraire, tout simplement. Le conseil que vous donneriez aujourd'hui, pour terminer, à la jeune fille camerounaise, à la jeune fille africaine, ce serait lequel? Continuez vos études le plus longtemps possible, soyez indépendant, n'attendez jamais qu'un homme prenne soin de vous ou qu'un homme s'occupe de vous. Tout simplement là également. En fait, le vrai problème de la femme et de la fille, c'est qu'elles n'ont pas l'impression qu'elles peuvent elles-mêmes prendre soin d'elles et qu'elles sont toujours obligées de s'appuyer sur les hommes. Et évidemment, quand un homme vous prend et que vous gagnez déjà votre vie et que vous êtes indépendante, il vous respecte. Merci Djaïli d'avoir partagé avec nous votre parcours. On a envie de vous souhaiter bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à votre émission. La communication est un élément au cœur des relations humaines. Elle est également importante dans le monde professionnel, tant elle constitue le socle des échanges. Mais comment communiquer de manière efficace pour pouvoir booster votre productivité? Voilà la question que nous avons posée ce mois à notre coach en développement personnel, Roland Kwemen. Ces réponses sont compilées dans le coaching de carrière. Chers leaders, salut! Bienvenue à cette session de coaching. Notre thème de ce jour, communiquer efficacement afin d'améliorer sa performance. Pourquoi devons-nous communiquer? Est-ce que nous maîtrisons les éléments de la communication? Comment s'approprier les outils de la communication interpersonnelle? Chers leaders, il est important de définir ce que c'est que la communication. La communication, c'est l'action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage, échange verbal ou non verbal, entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse. Quand on parle de l'information, c'est une indication, un renseignement, une précision que l'on donne ou que l'on obtient sur quelqu'un ou quelque chose. Voici, chers leaders, les 8 avantages de la communication efficace. En un, quand nous communiquons de façon efficace, on gagne en aisance relationnelle. En deux, nous évitons les malentendus, puisque nous sommes conscients que toute mauvaise communication peut être la source des conflits dans les organisations. En trois, ça nous permet de développer notre assertivité, c'est-à-dire cette capacité à être bienveillant, bien qu'étant exigeant. En quatre, ça nous permet surtout de manager d'une façon constructive notre carrière, surtout nos relations socio-professionnelles. En cinq, ça nous permet surtout de convaincre plus facilement, puisque la vie n'est que question de négociation, d'échange, mais surtout de vente. En 6, ça permet d'apaiser les tensions. Une très bonne communication peut régler toutes les crises. En 7, ça nous permet aussi de mieux appréhender les résistances et d'anticiper sur un ensemble de comportements humains. En 8, ça nous permet enfin de mettre notre intelligence émotionnelle au service de l'autre. À présent, chers leaders, je voudrais partager avec vous les 7 C de la communication efficace. Le premier C, c'est la clarté. Notre message doit être clair. Il est important d'utiliser les phrases courtes et on doit se limiter à une idée par phrase. Le deuxième C, c'est la concision. On doit être bref, mais surtout efficace.
En anglais, on parle de KISS. Keep it short and simple. Ça nous permet de produire l'effet escompté. On ne doit pas perdre dans trop de nombreux détails ou explications, mais il est important d'aller droit au but. Le troisième, c'est nous encourage à être concret. On doit être factuel, mais surtout utiliser des exemples de façon concrète. Nous devons faire en sorte de capter l'attention de notre interlocuteur afin qu'il s'approprie notre message et surtout qu'il retienne l'essentiel. Nous parlerons du C de la correction. Ici, il s'agit d'utiliser un langage approprié. Adaptez votre vocabulaire, votre ton, la tournure de vos phrases à vos interlocuteurs. Il est important si je m'adresse à des enfants. Ça sera différent si je m'adresse à des adolescents et à des adultes. Même dans notre démarche de formation et de coaching en andragogie, on le sait très bien, il est très important de tenir compte de sa cible. Il y a le C de la cohérence. Il est important de ne pas se disperser dans toutes les directions. Soyons cohérents dans la façon de diffuser notre message afin d'être le plus convaincant, je dirais le plus impactant possible. Il faut être complet dans notre communication, donc faire preuve de compétence, mais surtout donner toutes les informations utiles à votre interlocuteur. Une demi-information n'est plus une information. Une demi-communication n'est plus la communication. Et enfin, le septième, c'est la courtoisie. Faire preuve d'empathie, d'authenticité, d'ouverture d'esprit, de politesse et surtout de positive attitude. La salutation personnalisée, la bienveillance. Chers leaders, j'espère que vous avez aimé cette session. Je voudrais sortir avec ce proverbe africain qui dit « Mieux vaut se briser la jambe que de briser sa parole ». À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et s'ils ne progressent pas, donc ils ne performent plus. C'est pour ça que je vous invite à passer de la motivation à l'action. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine Carrière. Merci particulier à l'ensemble de l'équipe technique, pilotée ici sur ce plateau par Alain Gobert Kouam, notre réalisateur. Nous vous souhaitons encore de passer une excellente année 2023, une année que nous espérons couronnée de succès sur le plan professionnel. Merci d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous dans un mois pour une autre édition de votre magazine Carrière. Ce programme vous a été offert par Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite.